Bonsoir, chers amis, chers collègues, chers abonnés. Tout d'abord, je tiens à vous remercier très infiniment de votre attention et de votre continuité sur cette chaîne, ainsi que votre encouragement. Bonsoir aussi pour les commentaristes qui encouragent cette chaîne en vue d'éclaircir plusieurs thèmes et sujets qu'on aborde et qu'on abordait auparavant. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un grand sujet qui a une relation directe avec l'Organisation des Nations Unies. Comme vous savez, dernièrement, nous avons parlé de plusieurs thèmes et de plusieurs sujets qui ont une relation en tant qu'instrument et organisation à caractère international de l'ONU. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on a découvert plusieurs instruments et organes en vue d'améliorer la capacité de l'ONU pour réaliser tous ses objectifs, que ce soit à caractère économique, militaire, de l'environnement et du développement de tous les États du monde qui sont membres des Nations Unies. En 1945, on a découvert que les États-Unis, en tant que puissance internationale, disposaient déjà de l'arme nucléaire. Et la preuve, en temps de guerre, la Seconde Guerre mondiale, on a vu comment les villes de Nagasaki et Hiroshima ont été anéanties par cette sorte d'armes pour mettre fin à toute intervention et toute intervention étrangère sur le sol des autres États. On va parler historiquement, quand on va parler historiquement de l'évolution de tout État, comment elle a réussi à disposer de cette arme pour un objet, c'est la dissuasion, et ensuite créer un équilibre entre les États et les puissances mondiales, telles que les États-Unis, l'URSS auparavant, aujourd'hui on nomme que c'est la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne. Ces cinq grandes puissances qui disposent actuellement de l'arme nucléaire et qui représentent les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ensuite, on va parler de la caractéristique et de l'objectif de cet organe international qu'on va développer maintenant. Comme on a déjà cité précédemment et élaboré plusieurs thèmes et sujets importants, tels que la Cour internationale de justice, l'UNESCO, la Cour pénale internationale et plusieurs sortes d'organisations qui participent à réaliser les objectifs de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand thème et d'un autre sujet, d'une organisation très importante qui a une relation avec les organisations et les instruments internationaux précités. Il s'agit aujourd'hui de ce qu'on appelle un organe qui a un caractère de contrôle contrôle de tous les armes nucléaires et chimiques. Tout d'abord, nous allons parler historiquement. C'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, en l'occurrence, et plus précisément en 1945, les États-Unis disposaient de cette arme nucléaire. Et comme on l'a déjà cité, la preuve, c'est ce a été arrivé à les villes d'Hiroshima et Nagasaki, de cette arme. Ensuite, en 1959, l'URSS déjà, qui s'appelle aujourd'hui la Russie, disposait, après les USA et les États-Unis, de cet instrument militaire. Ensuite, en 1952, le Royaume-Uni vient d'ajouter à son arsenal cet atout majeur qui est l'arme nucléaire. Et enfin,
la France et la Chine, la France en 1960 et la Chine en 1964 vient d'acquérir cette arme nucléaire, et de ce fait, ces 5 membres permanents de l'ONU disposaient déjà de cet atout majeur pour créer un équilibre pour la protection des rapports de force entre tous les États du monde, et en arrivant à conclure un traité international très important qui s'appelle le traité de Vienne en 1968, et qui avait pour but principal, c'est la non-prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques. Et de ce fait, ces 5 grandes puissances qui jusqu'à présent constituent l'instrument exécutif de l'ONU, qui est le Conseil de sécurité. Et à côté de ces États et ces grandes puissances, on trouve quelques États qui disposent plus ou moins de cette arme et de cet atout, mais ils ne sont pas d'une façon officielle, comme les grandes puissances, puisqu'ils n'ont pas ratifié ce traité de Vienne. Et de ce fait, ils n'utilisent pas cette arme, mais seulement pour la dissuasion, car le problème pour eux, tel que le Pakistan par exemple et l'Inde, ont un problème de la géopolitique et de pour but la non-confrontation directe. Donc on peut dire que les grandes puissances précitées sont seules à disposer de cette arme nucléaire, car ils ont des obligations et des perspectives internationales, c'est-à-dire le contrôle, la réalisation de la sécurité et de la paix dans le monde. Et de ce fait, on a créé une sorte d'équilibre entre les grandes puissances qu'on peut appeler en quelque sorte la force de dissuasion, pour que la planète reste en activité seulement sur le plan économique et du développement pour la réalisation des objectifs humains, et surtout pour la protection de l'environnement, de l'écologie et de la verdure et de tout ce qui a un rapport direct avec ce qu'on appelle l'humanité. Donc, d'une façon brève, c'est ce qu'on peut parler historiquement, comment ces grandes puissances ont pu acquérir à l'adoption de cet atout majeur et de cette arme fratricide. On va passer ensuite, on peut dire que en ce qui concerne cette arme nucléaire, cet atout majeur que disposent les puissances mondiales, on trouve d'une part les 5 États ou membres permanents du Conseil de sécurité qu'on a déjà cités, les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, d'une part, qui ont une compétence d'équilibre et de contrôle, et ont ratifié un engagement en vertu d'un traité de non-prolifération à Vienne, qui a été réalisé en 1968, et de ce fait, pour mettre fin à tout État qui veut acquérir cette arme nucléaire. Et d'autre part, on trouve que quelques États qu'on a déjà cités, tels que l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et autres, qui plus ou moins disposent de cet atout majeur qui est l'arme militaire, mais qui ne sont pas officialisés par l'Organisation des Nations Unies. Donc on peut dire qu'il y a 5 puissances d'une façon officielle qui disposent de cette arme nucléaire, et qui de ce fait contrôlent et s'engagent à ne pas prolifier avec d'autres États cette arme nucléaire. Et d'autre part, il y a des autres États qui s'engagent ou bien ils ont déjà engagé en vue du traité de non-prolifération pour ne pas acquérir toutes sortes d'armes
chimiques ou biologiques. Donc, d'une façon générale, on peut dire que les 5 membres du Conseil de sécurité sont seuls à contrôler et à réagir en ce qui concerne les rapports de force sur le plan de la géopolitique internationale. D'autre part, on peut se poser la question, mais quel est l'organe qui peut contrôler ces armes? Est-ce que les Nations Unies ont disposé de quelques instruments internationaux, comme on a déjà cité? On peut répondre par l'affirmative, c'est-à-dire que oui, l'Organisation des Nations Unies disposait et dispose jusqu'à présent d'un atout majeur et d'un instrument international et d'un organe international qui se nomme l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et cet instrument international, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, qu'on entend par Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, il s'agit d'un grand thème et très important qui a une importance grandiose, telle que les autres organisations internationales et instruments internationaux. C'est l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cet organe international dispose d'un organe de vérification et qui est caractérisé par 2 sortes de catégories pour l'activité et son activité internationale. D'une part, on trouve les accords de garantie, ce qu'on appelle les accords de garantie, c'est-à-dire les engagements de tous les États membres du Conseil de sécurité et de tous les États membres de l'ONU, et d'autre part, de ce qu'on appelle le contrôle, ce qu'on appelle le protocole additionnel. C'est-à-dire qu'on peut, à tout instant, en vertu d'une résolution du Conseil de sécurité, prendre un contrôle ou réaliser des contrôles inopinés de tout État qui a un programme de militarisation du programme nucléaire. Donc, d'une façon générale, on peut dire que cette Agence internationale de l'énergie atomique est un instrument international de l'ONU qui a pour but principal la non-prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques, et d'autre part la non-permission de tout État de disposer ou d'acquérir cette arme de destruction massive. Donc, les États qui disposent de cette arme, jusqu'à présent, représentent ou réalisent. De ce fait, on peut remarquer que l'objectif des Nations Unies, en vertu de cette agence internationale de l'arme nucléaire, a pour but de réaliser l'interdiction de tout État membre de l'ONU pour l'acquisition d'un programme nucléaire militaire. Car on peut signaler une exception, car en principe, c'est l'objectif principal, la non-prolifération de l'arme nucléaire. Mais on doit distinguer, plus précisément, on peut dégager la distinction entre ce qu'on appelle le programme nucléaire militaire et le programme nucléaire civil ou à caractère scientifique. Aujourd'hui, on tolère quelques activités ou quelques programmes qui ont pour but de réaliser des programmes de l'environnement, des programmes de l'écologie, des programmes scientifiques ou des programmes à caractère civil pour le développement, pour l'amélioration de l'économie et pour atteindre un développement crucial pour tout État. Car le but principal de tout État, c'est le développement économique, social et culturel, et non pas la prolifération des armes nucléaires. Et de ce fait, cet organe international qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique
dispose de cet instrument qu'on a précité en vertu du traité de non-prolifération du traité de Vienne de 1968 et qui dispose de plusieurs instruments internationaux, tels que plusieurs laboratoires qui se trouvent en l'occurrence aux États-Unis et en France. Et ces laboratoires sont des instruments plus spécifiques et plus spécialisés pour découvrir et contrôler des matières et des particules, que nous nommons particules, qui englobent des matières, par exemple de l'uranium et du plutonium, qui s'avèrent très militarisées et très dangereuses pour l'acquisition de cette arme nucléaire. Donc d'une façon globale, on peut dire que historiquement, jusqu'à 1964, les 5 puissances mondiales, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et l'Angleterre ou le Royaume-Uni, tels que membres permanents du Conseil de sécurité, jusqu'à présent disposent de cette arme nucléaire en vue de stabiliser les rapports de force et la géopolitique dans le monde. Quand en principe, c'est le principe principal, c'est le principe primordial de l'Organisation des Nations Unies. Mais il y a une exception. L'exception, c'est, on voit par exemple la Corée du Nord qui, jusqu'à présent, réalise des programmes de missiles balistiques à haute portée, à haute distance, ainsi qu'on a vu dernièrement, sur le plan de la géopolitique, l'invasion de la Russie sur l'Ukraine, et de ce fait, on constate que le problème du nucléaire est le principal objectif et le principal caractère qui a mis fin aux négociations entre l'Europe et la Russie pour mettre fin à cette guerre fratricide. C'est-à-dire qu'il y a une dissuasion de l'utilisation de cette arme nucléaire. Donc, l'évolution de l'ONU doit poursuivre ses efforts sur le plan des négociations, d'une part, sur le plan de la diplomatie, et en vertu de stopper cette exception qui a vu le jour sur le plan mondial. C'est-à-dire la guerre Ukraine est un exemple majeur de cette prolifération de l'arme nucléaire et des armes biologiques et chimiques. Donc, on peut conclure que l'Agence internationale de l'énergie atomique est une grande instance internationale, un grand instrument pour l'ONU pour mettre fin et interdire l'acquisition de cette arme dangereuse à tous les États du monde. Et que les États qui ont disposé de cette arme sont les membres du Conseil de sécurité et qu'ils assument leurs responsabilités et qui lancent quelques résolutions pour faciliter la détente et faciliter les négociations et peuvent contrôler l'acquisition de tout État. Donc, on peut dire que ces laboratoires, c'est le principal atout pour l'organe qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour contrôler tout État, est-ce qu'il dispose d'un programme nucléaire militaire ou pas. Et l'exemple, on trouve la question de l'Iran, qui dispose d'un programme et qu'il, d'une part, on dit que c'est un programme nucléaire civil, et d'autre part, on craint qu'il s'agisse d'un programme nucléaire militaire. Et c'est ce qui a abouti à des négociations à Vienne dernièrement. Et je souhaite qu'on arrive à un accord perpétuel pour mettre fin à la poursuite et au déclenchement de l'armement nucléaire. Car parmi les principaux objectifs de cette agence et de l'ONU d'une façon générale, c'est mettre fin au désarmement, que ce soit traditionnel ou contemporain, c'est-à-dire nucléaire, chimique et biologique. Et enfin, je pense qu'on a abordé un grand thème
un grand sujet d'une importance majeure pour la stabilité et la sécurité dans le monde, en tant qu'instrument juridictionnel et scientifique, en vertu du traité de non-prolifération de l'arme nucléaire, ce qu'on appelle la TNP, avec ses laboratoires et ses instruments internationaux. Je souhaite qu'on arrive à mettre fin à la guerre de l'Ukraine, qui est l'effet d'une question de la géopolitique, comme on l'a précédemment signalé, et ensuite entre les rapports de force et une sorte de détente et de négociation directe entre les grandes puissances occidentaux, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, d'une part, avec la Chine, et d'autre part avec la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, pour réaliser l'objectif principal qui est la sécurité et le maintien de la paix dans le monde. Je souhaite que j'étais à la hauteur de ce thème et de cette vidéo, et je souhaite pour tous les abonnés pour leur apporter davantage de grands thèmes. Et si quelqu'un veut proposer quelques thèmes ou donner des commentaires, je suis tout à fait prêt. Et enfin, je vous souhaite bonne chance et je vous remercie très infiniment, et surtout pour les abonnés qui nous encouragent et encouragent cette chaîne qui est à caractère culturel, de droit et de sciences politiques.